Bonjour à toutes et à tous, je me présente Benjamin Navarre, je suis avocat en droit public. Bienvenue sur ce nouveau podcast, le droit public en podcast. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder avec Xenia Etcheverry, la spécialiste de la gestion de crise pour votre réputation, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi, pourquoi pas, en tant que directeur d'établissement public ou de représentant d'une collectivité territoriale. Bonjour Benjamin, je suis ravie d'être avec toi. Bonjour Xenia, du coup, est-ce que tu peux te présenter, notamment présenter ton entreprise? Volontiers. Donc, l'année dernière, j'ai lancé Equanimity. C'est une start-up spécialisée dans la gestion de communication de crise. Et en parallèle, je suis aussi conseillère en tout ce qui est communication et communication de crise pour les grandes entreprises comme pour les toutes petites entreprises ou les PME. Merci beaucoup pour cette présentation. L'objectif aujourd'hui pour vous en tant qu'auditeur, ça va surtout être d'évoquer réellement en tant qu'entreprise ou en tant que dirigeant d'un établissement public, comment agir et réagir dans le cadre de votre réputation. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir peut-être un peu plus généralement sur la définition, parce que le harcèlement moral est sexuel. Et ensuite, on verra avec Xenia un peu la marche à suivre, comment s'en sortir quand vous faites l'objet de telles accusations. Donc, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, c'est quoi? Le harcèlement moral, c'est des agissements répétés et réitérés dans le temps qui ont pour incidence une dégradation de l'état de santé de vos salariés ou de vos agents. Donc, il va falloir que ce soit des actes qui soient répétés dans le temps et qui vont avoir une dégradation, encore une fois, soit de la santé, mais aussi du déroulé de la carrière de votre salarié, de votre agent. Ça, c'est pour la définition du harcèlement moral qui est connu depuis très longtemps, qui fait à la fois l'objet d'une définition pénale, puisque vous pouvez être condamné pénalement, d'une condamnation en droit du travail, donc ça c'est pour l'entreprise, mais également une définition, une condamnation dans le code de la fonction publique, ça c'est si vous êtes un établissement public. J'en dis qu'aujourd'hui, si vous êtes un décideur, vous êtes cerné par le cadre légal du harcèlement moral. Pour le harcèlement sexuel, c'est quasiment la même définition, c'est des agissements répétés, réitérés dans le temps, mais des agissements de comportements, de propos à connotation sexuelle. Donc là également, c'est à la fois puni pénalement, mais également dans le droit du travail. C'est pas codifié dans le code de la fonction publique, mais forcément, ça inspire la définition du harcèlement moral. La définition du harcèlement sexuel, elle est plus récente, puisqu'il y a eu quelques atermoiements d'un point de vue du législateur, mais aujourd'hui, c'est tout à fait rentré dans le champ légal. Donc ça, c'était un petit peu pour la définition du harcèlement moral et sexuel, uniquement d'un point de vue de l'avocat. Là-dessus, Xenia, je ne sais pas si tu voulais ajouter des éléments de précision. Mais tout à fait. En fait, dans toute accusation, un harcèlement moral ou sexuel, il y a aussi un grand volet réputation. Et donc, la façon dont vous répondez à cette crise, elle va ensuite impacter vos ventes, si vous êtes une entreprise, vos relations avec les employés, beaucoup de choses. Donc, en fait, il faut vraiment éviter à faire de faux pas. Alors, effectivement, c'est vraiment l'objet aujourd'hui de cet échange. On va voir déjà, on va dire, dans une première partie, comment agir et réagir quand vous faites l'objet de dénonciation, parce que alors, je ne sais pas si le terme est approprié, Xenia pourra préciser, mais c'est-à-dire d'accusation de harcèlement, harcèlement moral ou sexuel, on va utiliser le terme de harcèlement. Notamment, on va prendre le cas d'école, par exemple, des vagues de dénonciation avec les hashtags sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou autre. Alors, ça peut vous toucher soit en tant qu'entreprise, ça peut vous toucher en tant qu'individu, donc là, ça va être une personne déterminée. Mais ça peut aussi toucher en fait un corps de métier. La première question qu'il faut se poser, peut-être Xenia, c'est aujourd'hui, demain, je suis chef d'entreprise, une TPE ou PME ou un grand groupe. Si je vois que je commence à faire l'objet il y a des accusations, pas forcément contre moi en tant que dirigeant, mais même de salariés ou des postes importants, comment agir et réagir? Et est-ce que peut-être déjà tu as des chiffres à peut-être donner pour que vraiment les auditeurs aient une idée de tout ça? Oui. En fait, justement, le harcèlement au travail, visiblement, c'est un problème qui est très répandu parce que d'après les chiffres d'Ipsos en 2022, il y a quand même un Français sur 3 qui s'estime être victime du harcèlement au travail à un moment ou autre dans sa carrière. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'il y a un manager sur 3 qui s'estime être un agresseur à un moment donné dans sa carrière. Les chiffres sont quand même énormes. C'est vrai que c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 3 qui est soit un agresseur, soit une victime de harcèlement. Tout à fait.
c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une nécessité pour, en tant que dirigeant, d'avoir des clés de lecture, parce que votre entreprise, elle a beau être économiquement dynamique, c'est vraiment ce type d'accusation, et c'est l'objet de ce podcast. Si c'est pas pris sérieusement, et surtout si vous n'avez pas la méthode pour agir le plus tôt possible à la source, ça peut vraiment avoir un impact extrêmement important sur votre réputation, et donc forcément derrière, pour votre responsabilité d'une part juridique et judiciaire, mais aussi pour votre responsabilité en tant que dirigeant. Alors, pour parler concrètement, Ksenia, aujourd'hui, admettons, qu'est-ce que chef d'entreprise ou dirigeant dans un groupe public, dès lors qu'on commence à avoir écho de la part de cette direction des ressources humaines ou autre d'accusation de harcèlement, ou un climat de harcèlement, j'imagine qu'il faut pas faire de la sourde oreille et qu'il faut très rapidement réagir, c'est à mettre un audit ou... Tout à fait, oui. Déjà, je dirais, il faut toujours commencer par la prévention. Et si vous avez entendu parler du harcèlement moral grâce à votre RH, c'est déjà pas mal. Parce que très souvent, quand les gens viennent me voir, c'est parce que il y a carrément des dénonciations sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire que la prévention, vous l'avez un peu ratée quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le plan de prévention? Tout d'abord, il faut absolument sensibiliser à la fois les employés, mais aussi les managers à des sujets de harcèlement. Justement, cette étude de Ipsos a montré que seuls 4% des Français ont pu bien identifier toutes les instances de harcèlement au travail. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est très flou. Qu'est-ce que c'est que harcèlement? Donc, on commence par la formation, on commence par l'information. Après, c'est important de mettre en place un dispositif de signalement qui pourrait être soit des signalements anonymes, soit un dispositif où on peut contacter, par exemple, votre CSE pour commencer la suite. Donc, justement, sur le plan de signalement, est-ce que c'est grave si les signalements sont faits de façon anonyme? Alors effectivement, je pense que c'est important, comme tu le dis dès le départ, de faire des signalements. Alors là-dessus, ça a été assez fluctuant de la part des juridictions françaises. Donc là, on va parler jurisprudence. Donc la jurisprudence, c'est quoi? C'est l'ensemble des précédents qui existent. C'est-à-dire qu'à cas similaire, qu'est-ce qu'ont décidé les tribunaux, que ce soit le Conseil des prud'hommes, le tribunal correctionnel ou le tribunal administratif. Et là-dessus, en fait, la CEDH est venue préciser récemment que des poursuites, c'est-à-dire qu'un dossier de poursuite ne peut pas être fondé exclusivement sur des éléments anonymes. Ce qui veut dire que vous, en tant que dirigeant, forcément, on le sait, mais Ksenia pourra venir le préciser par la suite, c'est pas forcément facile de vous emparez du sujet, vous mettez en place un audit, vous décidez de faire une enquête interne pour auditer les différentes personnes. Forcément, je veux dire que vous avez quasiment un agent ou un salarié sur deux qui va indiquer qu'il souhaite bien vouloir témoigner ou attester, mais ne veut pas avoir des répercussions parce qu'il a peur d'avoir des représailles derrière. Donc là-dessus, soyez à l'aise en partie dans la mesure où c'est le terme exclusivement. Donc, vos poursuites ne peuvent pas reposer que 100% sur des témoignages anonymes, mais s'il y a une partie d'anonymat, même si c'est 60 voire 70%, ça pose pas de difficulté à partir du moment où vous avez d'autres témoignages non anonymes qui sont dans le dossier, et ça va être aussi étayé par des éléments matériels, des preuves, c'est pas n'importe quoi, des mails, des éléments médicaux, et aussi surtout forcément important par l'audit d'une entreprise tierce qui va venir sur place pour auditer. Donc là-dessus, sur l'audit, peut-être important également de souligner qu'il faut agir tout de suite et il faut pas mettre la poussière sous le tapis, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de... C'est super important d'agir vite déjà parce que en tant qu'employeur, même si vous n'êtes pas vous-même responsable de l'agression, vous allez être considéré comme responsable de cette situation si vous ne faites rien. Donc normalement, c'est votre devoir à la fois d'écouter la victime, de la protéger, de lui montrer votre soutien et ensuite de lancer une enquête, soit en interne, soit avec un intervenant externe, peut-être des médiateurs, pour déterminer l'impact de cette situation. Est-ce qu'il y a une seule victime? Est-ce qu'il y a plusieurs victimes?
Est-ce que c'est carrément un harcèlement institutionnel, comme c'était le cas, par exemple, avec France Télécom à un moment donné. Donc, l'enquête, c'est quelque chose de très important. Il faut pas aller trop vite. Il faut vraiment prendre le temps pour écouter à la fois les victimes, les témoins. Très souvent, il y a beaucoup de témoins qui n'osent pas prendre la parole parce qu'il y a, entre autres, donc, la peur des représailles ou sinon le biais de témoins, tout simplement. On pense toujours qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va témoigner et nous, pour l'instant, on ne fait rien. Et donc, il faut écouter à la fois les victimes, le témoin, mais aussi donc la personne qui est incriminée. Là-dessus, c'est vrai que vous avez toujours deux choix, soit c'est en interne, soit c'est en externe. Je pense qu'il y a deux aspects importants. Vous dire qu'en tant que dirigeant d'entreprise ou d'un groupe public, le fait que de faire appel à une entité externe, ça peut aussi démontrer vis-à-vis des victimes ou des personnes qui seront entendues que ça sera mené en toute objectivité, toute neutralité. Oui. Ce qui a peut-être rien de pire, je pense, pour quelqu'un de se dire, bon, de toute façon, je vais être entendu en interne, ça va être les RH en interne, ça va être des gens que je connais ou pas dans les grands groupes, mais de toute façon, ça sera forcément, en fait, analysé sous le prisme des intérêts de l'entreprise parce que c'est fait en interne, donc ça débouchera sur rien, donc forcément, c'est le serpent qui se prend la queue. Exactement. Donc ça sert à rien que je témoigne, etc. Oui. Donc le fait aussi d'avoir une tête neuve, un interlocuteur en externe, je pense que ça peut aussi, psychologiquement, ça rassure la victime, quoi. Oui, c'est à la fois bien pour les employés, je trouve, mais aussi pour votre réputation. Parce que là, on ne se pose pas les questions quant à votre objectivité dans cette affaire. Grosso modo, quand on gère une affaire de harcèlement, le plus important, ça va être de démontrer votre bona fide, que vous mettez tout en place pour résoudre cette situation et pour protéger la victime avant tout. Alors effectivement, ça permet peut-être d'embrayer sur la seconde partie où, comme tu dis, c'est très très important, je pense, de montrer qu'on agit, surtout encore une fois, d'agir en toute neutralité et objectivement, de pas donner l'impression qu'on s'en saisit mais que c'est pour mieux étouffer l'affaire. Donc des auditeurs neutres, aussi d'agir rapidement, de ne pas faire traîner les choses volontairement parce que ça va agacer les victimes. Par expérience, moi, en tant qu'avocat, ce que je peux vous dire, c'est que même si vous avez fait une enquête mais que ça dure des plombes, forcément la victime, elle va avoir le sentiment qu'on se moque un peu d'elle. Ça va venir alimenter en fait son ressentiment par rapport à l'entreprise. Et derrière, vous n'êtes pas à l'abri qu'elle engage une action. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc là, sur la seconde partie, c'est de vous dire voilà, vous avez entendu un signalement, vous avez fait appel à une entreprise justement pour mener cet audit par rapport à ce qui s'est passé. Ça vous permet déjà d'avoir les premières conclusions. Est-ce que c'est fondé ou pas? Si c'est fondé, qui en est responsable? Exactement. Donc la seconde partie, c'est de se dire voilà, maintenant, effectivement, moi j'ai fait mon job en tant que directeur d'établissement public ou d'entreprise, et je constate horreur que je fais l'objet déjà d'une campagne naissante sur les réseaux sociaux ou déjà une campagne déjà assez lancée avec des hashtags ou la mise en place d'une campagne volontaire, enfin, pas forcément concernée entre les différents acteurs, mais quand vous avez des grands groupes, des entreprises, vous dire voilà, on parle de moi sur les réseaux sociaux, j'ai des avis négatifs. La question c'est, toi Xenia, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que c'est de dire voilà, est-ce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, plus l'entreprise est petite, plus ça va être le dirigeant qui va réagir. Voilà, ça peut être sous un coup de sang de dire je suis attaqué sur les sociaux. Le réflexe, c'est je réponds tout de suite du tac au tac, c'est faux, etc. Ça, j'imagine que c'est pas forcément la bonne stratégie. Non, déjà c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que si on regarde justement les réseaux sociaux, Balance ton agency, Balance ta startup, on voit qu'il y a pas mal de startups qui ont carrément supprimé leur page Instagram pour ne pas être associés. Il y en a énormément aussi qui ne répondent pas. Donc, en fait, qui vont se retrouver avec des dizaines, des centaines de commentaires super négatifs sur leur dernier post, mais qui vont faire l'oreille sourde et qui vont, en fait, on va se retrouver avec tout ce mur de commentaires négatifs sans qu'il y ait personne qui réponde. C'est quand même l'horreur. Donc, déjà, pour en terminer avec la partie action, une fois que vous avez mené enquête, c'est bien, il faut jamais s'arrêter là. Donc, l'enquête, ça doit établir quelque chose, ça doit établir la vérité. Si la personne est trouvée coupable dans les agressions, il faut qu'il y ait des sanctions derrière. Ce suivi des faits, quoi. C'est pas Exactement, oui. Parce que sinon, on va retrouver beaucoup
de cas, on va dire oui, on mène une enquête et après, on ne saura jamais qu'est-ce que l'enquête a démontré. Et bon, en fait, tout le monde finit très frustré et c'est pas le but. Donc, en fait, une fois que vous avez des sanctions, peut-être que vous n'allez pas communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Ça va dépendre de la situation, bien évidemment. Mais par exemple, ce qu'on a vu avec le cas Havas, c'est qu'il y avait 2 personnes qui étaient incriminées au sein de cette agence de communication. Il y en a une qui, grâce à l'enquête, a été condamnée ouais, et qui a dû partir. Mais l'autre personne, il a été blanchi, donc voilà, il a pu rester. Donc voilà, ne jamais occulter les conclusions de l'enquête. Exactement, ça c'est très important. Et même donc, il faut aussi savoir réagir très très vite. Une fois qu'il y a des accusations qui paraissent sur les réseaux sociaux ou sur votre compte Glassdoor, si vous êtes un employeur, ou ça peut être également sur les avis Google, il faut répondre. Comme on a déjà dit, il faut pas être négatif, il faut pas faire l'oreille sourde, il faut dire clairement que quelque chose, déjà qu'on a pris connaissance de ce problème et qu'on est en train de le résoudre. Si vous menez encore l'enquête, dites-le clairement, voilà, et que les coupables, si c'est confirmé, seront condamnés. Mais en tout cas, toujours dans le bon esprit, jamais accuser personne, ni retourner des insultes. Voilà. C'est ça, effectivement. Je pense que c'est d'être transparent et de tenir informé en fait les salariés ou les clients, de dire voilà, on a pris des mesures. Et je pense que ça doit se ressentir aussi concrètement, ou quand une entreprise indique à ses salariés ou les clients, même les tiers, puisqu'en fait, avec les réseaux sociaux, c'est comme si on avait un bureau de verre transparent. Donc, les litiges de l'entreprise, elles se retrouvent sur la place publique. Du coup, tout le monde y va de son commentaire. Et fait effectivement de dire voilà, il y a un audit, il y a des conclusions. Enfin, on attend les conclusions. Exactement. Je pense que c'est pour l'entreprise, forcément, elle a bien toute transparence. Voilà, on est saisi du problème et on va faire le nécessaire. Ça, je pense que c'est très important parce que souvent, c'est vrai que chez l'entreprise, nous dit voilà, moi, je vais porter plainte pour diffamation. Oui. Faire attention parce que déjà, c'est très compliqué à démontrer la diffamation. Et aussi et surtout, derrière, ça va peut-être même totalement contre-productif. Si derrière, vous dites porter plainte pour diffamation, mais qu'il n'y a pas eu d'audit, il n'y a pas d'enquête, ou pire, il y en a eu une, mais elle est enterrée, il n'y a pas eu de personnes sanctionnées, c'est reculer pour mieux sauter parce que j'imagine que le retentissement, c'est encore pire après coup, quoi. Mais complètement. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire de Denis Baupin. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu plusieurs femmes qui ont porté plainte pour les agressions sexuelles à connotation sexuelle. Et donc, Denis Baupin, il a porté plainte pour diffamation contre les accusatrices, qu'il a perdu par la suite. Donc, non seulement il a été ensuite condamné pour procédure abusive, mais aussi sa carrière politique, elle a été détruite. Donc voilà, récemment, il a essayé de faire un retour. Comeback. Ouais, exactement. Et du coup, le groupe socialiste a quand même l'a porté candidat pour figurer sur la liste du Conseil de Paris comme grand électeur au Sénat, juste pour faire le rétropédalage parce qu'ils ont compris ah ben non, quelqu'un avec. C'est dingue que le mal a été fait. De toute exactement. façon. Non, il n'y a pas de retour. Donc il faut vraiment considérer tous les pour et les contre avant le procès pour diffamation. Ça, je pense que c'est important. Effectivement, c'est vraiment une réflexion. Moi, je suis pas chef d'entreprise à proprement parler, mais le réflexe parfois, c'est soit de faire la sourde oreille ou de penser qu'à court terme, il faut faire très attention parce que c'est qu'aujourd'hui, il faut voir le long terme, ce qui est comment rééquilibrer et pérenniser la situation. Et encore une fois, je pense que toi, tu dois le voir dans tes clients et tes accompagnements. De dire je vais faire une réponse à court terme pour couper tout de suite en fait la problématique. Si derrière vous traitez pas réellement le problème, en fait il va forcément ressurgir. Et surtout qu'Internet a une mémoire continue, donc les problèmes ressortiront tôt ou tard. Exactement. Et comme tu disais, donc c'est très important d'agir vite, mais en même temps pas trop vite. Il faut quand même réfléchir à des répercussions, voilà, à l'impact que ça peut avoir.
Dans la communication de crise, normalement, il y a 4 grandes stratégies de réponse. La première, ça va être la réponse basique, qui est basée sur les faits. On va dire, voici ce qu'on sait, voici ce qu'on sait pas. Les personnes qui se sentent concernées, elles doivent faire ça et ça, donner des instructions et présenter également le plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la vérité et pour résoudre ce problème? Ça va être la réponse basique. La deuxième réponse, qui est trop souvent choisie pour les cas de harcèlement moral sexuel, ça va être le déni. Encore une fois, si vous n'avez pas fait tout le travail nécessaire, si vous n'avez pas écouté les victimes, les témoins, prenez pas position. Exactement. Il faut pas être dans le déni parce que plus tard, cette position va vous coûter encore plus cher C'est encore pire. Exactement. Et donc, la troisième, bien évidemment, ça va pas marcher dans les cas de harcèlement parce que c'est minimiser la gravité de la situation. Il faut jamais minimiser. Il faut jamais se retourner contre la victime, se poser la question sur sa santé mentale, etc. Parce que, encore une fois, ça va être très mal perçu à la fois par les victimes, par vos employés, par le public. Parce que c'est encore une fois une tentative de vous débarrasser de l'affaire sans se poser les bonnes questions. Et donc, la quatrième stratégie qui va être la bonne dans la plupart des cas, ça va être la stratégie de reconstruction. Ça va être la stratégie de se remettre en question, présenter les excuses et faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas. D'accord, bah ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est marrant parce que, comme tu dis, c'est les stratégies avec les quatre réponses. Et pour les 3 premières réponses, à chaque fois, ça fait penser à des exemples, même récents, dans l'actualité économique ou politique, où, je pense par exemple à l'affaire Fillon, où c'était minimisé dès le départ. Et en fait, c'était horrible derrière parce que forcément, toutes les semaines, il y avait un nouveau truc qui sortait et du coup, les gens se sont dit, en fait, ils nous prennent vraiment pour des cons. Oui. Après, effectivement, la victime, on va être en cause. Là, c'était plus, par exemple, je vois Dominique Strauss-Kahn ou ce genre de choses. Là, c'est pareil. En fait, et on voit que à chaque fois, le problème, c'est que ça, on porte le flanc. C'est hyper dangereux parce que dès qu'il y a un nouvel élément qui va sortir, et derrière, c'est encore pire. Et c'est vraiment la transparence, en fait. C'est dire, voilà, on a des clés, on va auditer et vous ne perdrez jamais rien à bien faire les choses et à prendre le temps de bien faire les choses. Exactement. Donc, en fait, il y a un super bouquin pour toutes les personnes qui aiment la crise qui s'appelle Masters of Disaster et ça parle des pires exemples, c'est ça? Oui, des pires exemples, beaucoup, mais aussi de bons et de mauvais réflexes qu'on peut avoir face à une situation de crise. Et l'une des premières règles dans la communication de crise, ça va être ne jamais mentir. Ne jamais mentir parce que si jamais vous avez menti, que ça se sait par la suite, c'est il n'y a plus aucune crédibilité dans la réponse. Il n'y a plus de crédibilité, c'est fini. Il n'y a plus de retour. La deuxième règle, ça va être ne pas alimenter la crise. Et quand vous essayez de sortir l'effet petit à petit, tout en cachant d'autres faces de vérité, ça va se retourner contre vous très probablement également. En fait, il y avait justement une affaire très intéressante. Il y avait une série Netflix carrément, enfin une série, un documentaire Netflix sur Congressman Weiner. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Franchement, c'est quand même un cas très particulier. C'était un élu, c'est ça, de New York ou... Tout à fait. Un élu démocrate à New York, très prometteur. Ce documentaire, il est fou, quoi. Oui. Mais en fait, le pire, c'est que c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Et ça s'est pas arrêté. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il s'agit d'un candidat au maire de New York. Tout se passait super bien pour lui jusqu'à ce qu'il y a des images... caractère sexuel, je peux envoyer son sexe, un peu comme Benjamin Griveaux, mais mais à plusieurs personnes, à 6 personnes différentes. Et donc, ça apparaît sur Twitter. Et là, la catastrophe, sa réponse au départ, c'était je ne suis pas sûre que ce soit moi. Quand même, on peut être très sûr si c'est toi ou pas sur les photos, je pense. Ok. Après, il change de stratégie. Il dit c'est peut-être moi, mais j'ai été hacké. Et après, il y a eu encore des allers-retours comme quoi, il a été hacké, c'était ses photos, mais il les a pas envoyées. Bref, il a quand même dû finir par dire oui, c'était moi. J'ai eu ces discussions avec des personnes sur
Twitter. Oui, je leur ai envoyé des sex pics, whatever. Et donc, sa carrière pour l'élection de 2011 de mémoire, elle était finie. Il fait le comeback en 2016 en disant tout ça c'est derrière moi, sachant que c'est un seconde chance à l'américaine. Tout à fait. Donc sachant que il était marié avec un enfant, il y a eu même des photos qu'il a envoyées à ses correspondants par Twitter où il était dans le lit avec son enfant à côté. C'était terrible. Et donc en 2016, il fait le comeback. Sa femme, qui est d'ailleurs conseillère à Hillary Clinton. Elle est à ses côtés en disant oui, je le soutiens, je suis avec lui. Waouh. Et un peu plus tard, quelques semaines plus tard, toujours dans cette course électorale, ouais, on a découvert qu'après le premier coming out, après le 2011, il a recommencé à tweeter ses photos à caractère sexuel, pareil, à des utilisatrices de Twitter. Et que parmi les personnes à qui il a envoyé des messages, il avait une fille de 15 ans. Voilà, autant vous dire que ça s'est très mal terminé pour lui. Il a quand même fait 21 mois de prison. Il a été condamné à 21 mois de prison. Il a divorcé, bien évidemment. Et maintenant, il figure sur la liste des délinquants sexuels. Donc, sa carrière, elle est terminée. Donc, comment il aurait pu éviter tout ça? Bon, déjà, je pense qu'après la première vague des incriminations, il fallait s'en arrêter là. Il faut en tirer des leçons et ne pas envoyer la deuxième vague de photos. Ouais, ça serait bien. Et deuxièmement, il faut jamais sortir la vérité petit à petit. Il faut faire comme avec un pansement. Ça se fait à une seule fois. On dit oui, j'ai déconné, j'ai fait ça, je vais m'arrêter là, je vais jamais plus le refaire. Il faut présenter les excuses à la famille, bien évidemment, à des personnes qui se sentaient des victimes, etc., au public, surtout aux États-Unis, c'est quand même un sujet très particulier. Mais il faut tout faire en une seule fois. Dire combien il y a de personnes, dire qu'on le regrette, dire que ça se répète pas. Et c'est tout. Parce que sinon, on alimente le cycle des actions. Crever l'abcès, parce que sinon, ça fait ce qu'on appelle un feuilletonnage. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, j'ai fait un truc. La presse va dire, vous êtes sûr, il n'y en a pas d'autres? Non, c'est sûr, il y en a. Ah oui, mais il y en avait que deux. Bah non, en fait, il y en avait trois. En fait, il y en avait quatre. Et en fait, après, c'est les gens, limite, il n'y a plus de crédibilité et ça s'arrête où? Et même, j'imagine qu'après ça, si finalement vous décidez de faire un peu la méthode du pansement, de tout balancer, les gens vous croient plus. Ils disent, bah oui, il nous a dit ça, mais est-ce qu'il n'y a pas encore de chasse derrière, quoi? Tout à fait. Donc voilà, toujours penser à deux fois comment est-ce qu'on répond, est-ce qu'on dit tout, est-ce qu'on ne dit pas tout, sachant que ça peut avoir des répercussions à long terme, voire ça peut signifier la fin de votre carrière. Surtout si vous êtes un homme politique. C'est vrai qu'effectivement, c'est hyper intéressant de voir vraiment que la gestion de crise, encore une fois, c'est un métier et ça ne pas apprendre à la légère. Et surtout, le conseil qu'on peut vous donner, c'est prenez le temps de vous faire conseiller. C'est vrai qu'on se fait conseiller aujourd'hui quand vous êtes en entreprise ou un groupe public. Vous avez des conseils financiers, conseils juridiques. Le conseil en gestion de crise, ça semble aujourd'hui totalement. C'est plus que judicieux. Voilà un peu pour les différents éléments. Je ne sais pas si tu voyais encore des éléments complémentaires à présenter par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur la gestion de crise ou. Non, donc en fait, juste peut-être pour si vous devez tirer quelque chose de ce podcast, encore une fois, en ce qui concerne la communication de crise, il faut faire le travail en amont, il faut faire tout ce qui dépend de vous sur la prévention, très très important, à ne pas négliger. Si vous avez rien mis en place jusqu'ici, voilà, il faut faire en toute urgence. Et si jamais vous êtes accusé, quelqu'un au sein de votre entreprise ou votre commune, voilà, il y a des suspicions, il faut affronter directement, mener une enquête, il faut qu'il y ait des sanctions. Et pour la communication, il ne faut jamais mentir, il ne faut jamais en rajouter. Donc, si quelque chose doit être avoué, l'avouer en un seul coup. Et n'oubliez jamais qui sont vos audiences clés. Parce qu'effectivement, il y a le public, mais il y a aussi vos employés, il y a surtout la victime, sa famille. Donc, voilà.
et qui ont ces plein de facteurs à prendre en compte. Merci Xiané, c'était vraiment super intéressant. Je pense que là, vous avez vraiment un condensé, un cours vraiment le petit, on va dire le manuel de survie en cas de gestion de crise. Merci beaucoup. Je sais pas si tu veux redire un mot sur ton entreprise, elle est basée à Paris. Sam intervient partout en France. Exactement, oui. Donc, on est basé à Paris. On aide tout type de structure à aborder les sujets de crise. Donc, on a parlé un peu de la prévention pour les cas de harcèlement. Mais il y a d'autres types de risques. Notre objectif, c'est surtout aider les entreprises à prendre conscience des différents types de risques qui peuvent exister, les risques psychosociaux pour les employés, comme les risques de discrimination ou encore des risques qui sont liés à des dirigeants et des fraudes, tout type de risques. Bon, super. Ce que je ferai de toute façon pour les auditeurs, je remettrai dans la description du podcast le lien du site internet de ton site. Comme ça, ils pourront aller voir toute ton expertise. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.